Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à la télévision à partir de 17h via vos box, bien sûr. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage chaque soir, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition, les enjeux de ce mois de novembre qui débute sur les marchés aujourd'hui et qui nous amènera jusqu'à la fin de cette année 2025, bien sûr, si on prend la thématique de fin d'année. Après 7 mois de hausse consécutive pour les actions mondiales, que peut-il se passer désormais avec un thème qui reste plus que jamais central, le thème de l'intelligence artificielle, qui est un soutien d'importance pour la dynamique et le momentum des marchés. Ajoutez à cela un peu de liquidité apportée notamment par les banques centrales, dont la plupart ont encore un peu de marge de manœuvre, peut-être pour continuer de baisser leurs taux. Vous avez un cocktail toujours très positif pour les marchés globaux. Sur l'IA, c'est une nouvelle journée de deal en série dans l'écosystème américain, avec notamment un partenariat d'importance noué entre OpenAI et Amazon. OpenAI qui va se fournir en puissance de calcul auprès d'Amazon et de ses data centers. Un deal qui met sur la table un montant de 38 milliards de dollars et qui porte les engagements d'OpenAI en matière de capex, d'investissement à désormais 1,5 trillion de dollars. Discussion évidemment à suivre avec nos invités de Planète Marché sur ce thème de l'IA qui est un thème central à la fois pour les marchés, pour les entreprises et pour la macroéconomie américaine. Aujourd'hui, les États-Unis qui vont vivre une semaine très politique avec de premiers tests électoraux à une année des élections de mi-mandat. Des élections locales sont prévues pour les gouverneurs du New Jersey et de Virginie. L'élection de la mairie de New York, bien sûr, mairie qui semble acquise à Zoran Mamdani, le démocrate. Et puis, toute une série d'auditions qui auront également leur importance devant la Cour suprême pour déterminer le bien fondé ou non de la base légale sur laquelle Donald Trump s'est appuyé pour mettre en place un certain nombre de ses tarifs douaniers. Nous reviendrons sur ces sujets américains, bien sûr, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Comme chaque lundi, notre quart d'heure américain et notre correspondant Pierre-Yves Dugas qui sera à distance en visioconférence avec nous dans le dernier quart d'heure. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Un début de semaine relativement calme pour les grands indices actions mondiaux. Oui, en Europe en tout cas, ils évoluent en ordre dispersé mais sans tendance marquée. En France, le CAC 40 est en léger repli autour de 8100 points. Côté américain, les indices ont ouvert en hausse de 1% pour le Nasdaq. Les investisseurs sont optimistes. La thématique IA porte évidemment toujours les marchés et l'apaisement des tensions commerciales aussi. Oui, nouvelle journée de deal, on le disait, dans l'écosystème IA américain, avec tout d'abord cet accord conclu entre AWS et OpenAI. Oui, Amazon Web Services, l'unité cloud d'Amazon et OpenAI ont annoncé un partenariat à près de 40 milliards de dollars. Celui-ci permettra à OpenAI d'exécuter ses charges de travail d'IA sur l'infrastructure d'Amazon. L'entreprise aura accès notamment à la puissance de calcul d'AWS. Le titre Amazon bondit encore de 6% dans les premiers échanges à Wall Street. Et puis Microsoft signe également aujourd'hui plusieurs partenariats. Oui, le premier avec Iren qui exploite notamment des infrastructures de data center. Ils ont signé un contrat d'environ 10 milliards de dollars pour fournir à Microsoft un accès aux processeurs de Nvidia. Le titre Nvidia est en hausse de 3% et Iren bondit de plus de 4%. Autre investissement à noter, Microsoft va investir plus de 15 milliards de dollars aux Émirats arabes unis après avoir obtenu les licences de l'administration permettant d'exporter des semi-conducteurs. Microsoft est en hausse de 1%. Dans la saison des publications de résultats, c'était l'événement du week-end avec la publication des comptes de Berkshire Hathaway. Oui, l'entreprise de Warren Buffett a publié ses comptes du troisième trimestre et fait état d'un bénéfice net en hausse de 34% et qui s'établit à 31 milliards de dollars. Les liquidités, elles, atteignent un niveau record à plus de 380
milliards de dollars. Le titre évolue en léger repli dans les premiers échanges. Une fois n'est pas coutume, le secteur automobile est bien orienté aujourd'hui en Europe et notamment à Paris avec le titre Renault en tête du CAC. Oui, le titre est en hausse de 3%. Le groupe a annoncé un partenariat avec le constructeur chinois Geely qui va entrer au capital de la filiale brésilienne de Renault. Au-delà de cette annonce, c'est tout le secteur auto européen qui grimpe. La Chine envisage d'assouplir son interdiction d'exportation de puces Nexperia. Stellantis gagne 3%, Forvia bondit de 6%. En Allemagne, Volkswagen et Mercedes sont en hausse de 3%. Du côté des small caps, en France, toujours, la star du jour s'appelle GTT. GTT est à son plus haut historique en bourse, en hausse de près de 10%. À l'occasion de sa publication, GTT a annoncé un bond de ses ventes de 30% sur 9 mois et relève ses prévisions annuelles. Sur le seul troisième trimestre, les résultats sont supérieurs aux attentes. Du côté de la macro, avec un shutdown qui se poursuit bien sûr aux États-Unis, les investisseurs regardent différentes enquêtes avec aujourd'hui les PMI manufacturiers et l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre. Oui, il ressort inférieur aux attentes à 48,7. En zone euro, le PMI manufacturier ressort à 50. C'est tout à fait conforme aux attentes et au mois précédent. En zone euro, on note un bon élève, l'Espagne, pour qui le PMI ressort à 52,1. Pour la France, l'Allemagne et l'Italie, c'est sous 50 en octobre. Peu de mouvements à signaler aujourd'hui sur les marchés obligataires, Pauline, après le petit ajustement dans la foulée de la communication de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière. Oui, aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,10%. Le rendement allemand à 10 ans l'est aussi autour de 2,65%. Sur le marché des changes, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 3 mois, ramenant l'euro-dollar autour de 1,15 au cours de la séance. Enfin, l'or est en hausse modérée, au-delà de 4 000 $ l'once. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Palantir publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, les résultats de AMD, Spotify, Uber ou encore Pfizer sont attendus. Côté Macron, on regardera la balance commerciale américaine pour le mois d'août. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Chaque soir avec nous, en plateau, 3 invités pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Adrien Dumas nous accompagne, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Brault est également avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Nicolas, on a déjà réalisé une bonne partie peut-être de la saison de publication de résultats et ou de chiffres d'affaires pour les grandes entreprises européennes. Qu'est-ce que vous en retenez à ce stade ? Quelle est la couleur un peu globale ? Et puis on pourra se focaliser peut-être sur certains secteurs plus particuliers qui font et continuent de faire l'actualité. Je parle bien sûr de la tech entre autres, mais globalement, quels sont les messages que vous avez retenus ? Je dirais d'une saison de publication qui est globalement pas mal. Une fois encore meilleure aux États-Unis par rapport aux attentes qu'en Europe. Néanmoins, en Europe également, il y a à la fois sur la top line et les chiffres d'affaires, plutôt un solde positif de bonnes surprises, davantage sur la profitabilité encore. Après, contrairement à la saison précédente, fin juillet, qui était encore plus concentrée, qui était un peu émaillée en simplifiant de si c'est une mauvaise nouvelle, ça baisse fort, si c'est une bonne nouvelle, ça monte 5 minutes et ça baisse derrière. Là, c'est plus disparate. C'est aussi plus disparate au sein des secteurs. On met moins sous le coup d'échanges les choses qui sont sous le tapis. En fait, je m'attache plus à regarder le relatif, bien sûr, l'absolu. Là, il y a des grosses divergences. Et puis la réaction du marché. Et là, on a tous les cas de figure. Hein. Je peux citer des exemples si vous voulez, mais de cas de figure de publications qui sont bonnes et avec une hausse qui me paraît justifiée instantanément sur Kering, mais qui me semble exagérée après un doublement du titre. Donc une prise de profit derrière qui est hyper logique, avec des ratios de valorisation qui sont élevés et un chemin qui est encore très élevé. À l'inverse, la réaction sur LVMH, puisque je reste dans ce secteur du luxe, bon, c'est à l'image peut-être de ce qu'est devenu la place de Paris, mais sur une ex-première capi boursière, une hausse de 13 ou 14%, mais c'est justifié par une réalisation et une tonalité indéniablement de meilleure facture. Après, où est-ce qu'on va derrière ?
On a, d'une façon générale, on le voit dans le luxe, on le voit ailleurs, plutôt des messages émanant de Chine qui sont de meilleures factures. Meilleures factures, ça veut dire il y a zéro emballement. Hein, oui, bien mais sûr. on parle vraiment d'une stabilisation avec des tentatives d'amélioration ici ou là, notamment en termes de consommation. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Hein. Enfin, la consommation est très, très disparate. Aux États-Unis, est très disparate entre les plus fortunés, les plus exposés aux actifs, et puis les plus fragiles, où là, les débouchés sont vraiment en difficulté. Donc, il y a toujours de gros écarts. Je vois des réactions qui sont pas forcément bien saluées, mais des choses qui me plaisent. Après, on fait chacun notre marché, je comprends, mais très différencié. Pas beaucoup de lecture vraiment transversale, forte. Je comprends. Ouais. Donc du très spécifique à chaque fois, quand même, entreprise par entreprise, là. Oui, je trouve, et puis globalement des réactions qui sont marquées, mais souvent il y a des titres que j'apprécie, vous le savez, je ne vais pas vous le cacher, Dassault Systèmes, une réaction qui est très négative, moins 10 là, c'est ça, mais justifiée, moins 15, elle est justifiée. Voilà. Pour une valeur de rang 1, enfin pour une blue chip de la en tout cas qu'il le fut. Ou en tout cas qu'il le fut, une darling, ça c'est sûr qu'il le fut. Je regardais quand même des chiffres compilés par Goldman. Alors sur la saison de publication aux États-Unis, on doit avoir fait les 2 tiers du S&P, 80% battent les attentes en termes d'EPS, de profit. Mais justement sur la réaction de marché, les équipes de Goldman montrent qu'en cas de surprise à la hausse, la réaction de marché est beaucoup moins forte le jour de la publication qu'elle n'a pu l'être par le passé. C'est-à-dire une entreprise en moyenne, ou en tout cas c'est un chiffre médian, progresse de 0,3-0,4% de plus que le S&P 500 si elle bat le consensus à la hausse. Sur des périodes récentes, c'était plutôt de l'ordre de 1%, ce chiffre. Bon. Visiblement, grande subtilité. Le marché, non, mais c'est peut-être que le marché est déjà bien pricé aussi pour des bonnes nouvelles. Oui, aux États-Unis, en tout cas. La capacité à réagir sur des capis de 3 000 milliards et de décaler de 10 à 15%, elle reste là. Donc, Amazon, vendredi, c'était plus 10. Et ça continue, c'est plus 15 en 2 jours sur un titre qui est à quasiment 2 trillions de dollars de capitalisation boursière. Vos commentaires sur cette saison de publication, et puis est-ce qu'il y a des entreprises emblématiques qui méritent effectivement qu'on revienne peut-être sur leur publication et la réaction de marché, Adrien? Oui, alors peut-être 2 choses. Peut-être qu'on revenir aux États-Unis, quand même, c'est un taux de surprise positive qui est quand même assez élevé. Je crois que ça date 2021. La dernière fois, on avait un taux de surprise aussi élevé. Donc, ça montre quand même la capacité des entreprises à bien gérer cette période qui a quand même été compliquée avec le sujet des tarifs douaniers, avec une demande dans certaines géographies qui a été un peu contrariée. Donc, dans l'ensemble, c'est encore une bonne exécution. C'est encore plus visible sur les cash flows. Ça, je pense que c'est important. On a beaucoup de questions sur le marché du crédit. Les spreads de crédit aux États-Unis se sont énormément resserrés là depuis le début de la période de publication. Il y avait eu un peu de stress avant, j'imagine qu'on y reviendra, mais c'est des messages qui sont quand même très positifs de manière générale sur le monde corporate américain. En Europe, c'est quand même moins, c'est à peine la moitié de surprises positives. Et je pense que la vraie mauvaise surprise négative, c'est surtout les entreprises domestiques en fait qui ont un peu déçu. Alors qu'on attendait une Europe qui reprend un peu de réaccélération, les indicateurs de surprise économique s'étaient un peu améliorés. Bon, visiblement, c'est pas aussi visible que prévu, avec aussi beaucoup d'attentes sur le plan allemand qui, pour l'instant, se matérialise pas vraiment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même un peu mis le frein sur les attentes à venir à court et moyen terme sur l'impact de ce plan d'infrastructure en Allemagne. Et puis de manière générale, quand même une thématique de l'IA, qui continue à attirer beaucoup la demande. Si on doit identifier peut-être une thématique sectorielle qui continue quand même à attirer le sujet, c'est la thématique de l'IA. On l'a vu en Europe avec toutes les entreprises qui sont de près ou de loin dans le secteur des data centers. Des Legrand, des Schneider ou autres. Exactement, où l'accélération est là et elle n'a pas de raison de ralentir. Où effectivement, les plans de CAPEX qui sont lancés aux États-Unis donnent de la visibilité à horizon de 18 mois sans aucun doute. Donc voilà, moi je retiens un peu la déception quand même sur les valeurs domestiques, qui était un peu l'endroit où on attendait un petit peu de mieux et où pour l'instant en Europe on n'a pas cet effet d'élan qui d'ailleurs a aussi pesé sur la performance des petites capitalisations. Alors le taux de publication est plus faible pour l'instant, mais elles sont en retard depuis 2-3 mois par rapport aux capitalisations, ce qui traduit aussi un peu d'attentisme sur les sujets un peu plus domestiques. Ouais, bon. La croissance en Europe n'est pas un gros levier, en tout cas dans les résultats des entreprises à ce stade. Jean-François, oui, c'est une manière de voir les choses, partant de la micro pour migrer vers la macro. Non, moi, je vais vous écouter. C'est pour vous, la croissance est bonne en Europe? Oui, la surprise à la hausse. Et c'était très intéressant ce que disait Pauline juste avant. En fait, ce qui est marrant, c'est que les PMI et les ISM manufacturés aux États-Unis repassent sous les 50, donc contraction, alors qu'en Europe, pour certains d'entre eux, ils sont en dessous, mais par contre, on est au plus haut depuis 17 mois, ça progresse, avec les bonnes surprises
surprises qu'on a vues. On est plus depuis, je disais, de 17 mois. Même l'IFO en Allemagne, on est sur les indices de confiance pour l'année prochaine qui sont plus hauts depuis 2022, etc. Donc on a une dynamique qui n'est pas forcément celle qu'on retrouve dans les actions. Et en vous écoutant, je trouve ça très drôle, en fait, finalement, ce découplage complet entre l'économie américaine et les résultats des entreprises, avec beaucoup des focales qui sont très marquées sur un certain petit nombre d'entreprises américaines. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous avez une économie américaine qui ralentit. On était à 2,8 l'année dernière, on fera 1,8 peut-être cette année. On le dit, le secteur manufacturier est quand même en train de marquer le pas aux États-Unis. Et puis, vous avez des entreprises qui, à 80%, battent les attentes. Bon, on a très bien managé les attentes, quoi. C'est quand même des croissances bénéficiaires qui sont à plus 6, plus 7, plus 8 sur le trimestre, même peut-être à 2 chiffres. Mais encore une fois, on parle d'entreprises, un petit nombre d'entreprises. Encore une fois, vous avez 10 entreprises américaines qui font 50% de l'indice. On se focalise là-dessus. Quand vous regardez les 493 autres entreprises du S&P 500, l'image, elle n'est pas du tout la même. Enfin, je parle sous votre contrôle, messieurs, mais on est sur une dichotomie totale entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre le value et la grosse, etc. On retrouve ça dans toutes les façons de le regarder. Il y a quand même une grande divergence de performance entre les entreprises monopolistiques liées à l'IA, avec des choses peut-être un peu circulaires, on en parlera tout à l'heure, mais un discours qui marche bien et qui tire tout. Enfin, tous les jours, il y a une annonce d'un utilisateur de puce, du producteur de puce qui prend une participation dans un utilisateur de puce, qui fait monter l'utilisateur de puce, qui lui permet lui-même d'acheter les puces au producteur. Bon, il y a un moment, il faudra quand même aussi se poser la question de où vont toutes ces pelles qu'on est en train d'acheter. Il va falloir finir par trouver de l'or, quoi. Donc c'est ça, je pense, qui sera la vraie discussion de demain. Mais en tout cas, dichotomie, je trouve beaucoup entre la macroéconomie qui montre des choses, en tout cas beaucoup de prudence, et le crédit, où on a eu des petits événements de crédit quand même, mais qui passent un petit peu inaperçus par rapport à des bons résultats. Et effectivement, si vous me demandez est-ce que les résultats de Nvidia sont astronomiques, j'ai mangé mon chapeau depuis l'année dernière, oui, ils sont astronomiques, mais est-ce que ça reflète la croissance de l'économie américaine? La réponse est fondamentalement non. C'est quand même bien les dépenses en IA qui font la croissance américaine, ou ce qu'il y a de ce qui reste de croissance américaine aujourd'hui, Jean-François. Donc on l'appelle Nvidia, on l'appelle comme on veut, mais c'est quand même bien ce qui est lié à ça. Vous avez pour certains calculs, nous on ne fait pas des calculs qui sont aussi marqués que ça. On n'est pas du tout dans les 50% que citent certaines banques, mais quand même, quand vous avez 30-40% de votre croissance qui viennent de l'investissement, encore une fois, dans des data centers, il y a une vraie question à se poser là-dessus, quoi. Vous avez 4500 data centers aux États-Unis, vous en avez 400 en Chine, vous en avez 322 en France, vous en avez à peu près... À quoi est-ce que tout ça va servir, quoi? Vous en avez 2000 en Europe, donc entre guillemets, il y en a 400 en Chine, il y en a 2000 en Europe, juste pour donner un petit peu que l'Europe n'est pas complètement larguée là-dedans. Après, il y a peut-être l'efficacité de tout ça, mais gardons quand même en tête qu'il y a une énorme concentration du moteur américain autour de l'IA. J'entends. Si l'IA fonctionne... On verra effectivement probablement une domination américaine. S'il y a des questions à se poser, c'est aussi par là que ça commencera. Comment on gère cette concentration dans les portefeuilles pour le compte des clients, justement? On l'a subi, alors comment on la gère? On essaye de chasser ailleurs. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jean-François. La thématique de l'AI, évidemment, c'est peut-être un propos d'un gars qui est à Paris et loin de la Silicon Valley, mais ça nous fatigue, quoi. On ne va pas tout expliquer le monde par l'intelligence artificielle. C'est très utile. C'est une révolution. C'est donc normal d'être probablement dans ce genre de propos que je tiens à l'instant, parce qu'il y a un sentiment de décalage qui est inéluctable. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont caricaturaux, mais on ne cesse de les enchaîner. On ne parle plus que ça, on explique l'économie comme il vient d'être tenté de le faire par l'intelligence artificielle ou pas. Et d'un point de vue de l'investissement, soit on est dans un camp ultra minoritaire qui se revalorise sans cesse, soit on est de l'autre côté, et même ceux qui étaient des adopteurs et des facilitateurs de la diffusion de solutions d'intelligence artificielle en dehors des États-Unis, ou peut-être même aux États-Unis, sont laissés pour compte, ou carrément, si ce sont des gens qui sont manifestement des victimes futures, c'est massacré. Et donc on a kyrielle de cas où on a des valorisations élevées, pour l'instant justifiées par la dynamique, la rapidité, la vitesse de croissance de ces groupes. Peut-être qu'on reviendra sur cette notion de bulle, c'est un peu finassé, mais il y a la notion de bulle, mais il y a plutôt ce qui se passe dans l'économie réelle qui est complètement dérangeant.
cette vitesse, cette accélération d'investissement, cette vitesse de participation croisée. Donc, c'est un FOMO. Sur les marchés, on appelle ça le FOMO. Oui. J'ai l'impression que ces boîtes-là sont dans la peur de manquer de pelles, de pioches, de GPU, de puissance de calcul, et qu'il faut en stocker un maximum aujourd'hui en prévision de demain. Et ça s'est toujours terminé par des surcapacités. Tôt ou tard, on est drivé par une seule thématique, c'est le déficit d'offres par rapport à une demande qui est exponentielle, toujours qualifiée d'exponentielle aujourd'hui. Ça se terminera pas bien. Pour autant, la valorisation en tant que telle, en fait, ce qui est complètement dément, c'est la toute-puissance de quelques groupes qui tiennent sur une ou deux mains. La toute-puissance dans l'économie réelle. Mettons à part les marchés, on est là pour en parler, mais il y a une empreinte qui va très au-delà de la vie économique. Moi, je me souviens d'Apple à la grande époque. Enfin, Apple à la grande époque, c'est la grande époque d'Apple au moment où on se parle, toujours. Mais Apple devenait une boîte macro, une boîte systémique, il y a 10-15 ans en arrière, avec l'iPhone. On a toujours connu ce genre de moment. Alors, à chaque fois, l'ampleur est toujours un peu plus importante que la fois précédente, j'ai l'impression. Nvidia, maintenant, c'est 5 trillions, et puis Apple, à l'époque, c'était 1 trillion, quoi. Et puis, pas de remise en question réellement de ceux qui mènent la danse. C'est un peu les mêmes acteurs qu'hier. C'est un peu les mêmes acteurs. Parce que la ligne de partage, c'est combien vous pouvez dépenser pour investir. Alors maintenant, la nouveauté, c'est que dans le privé, il y a quand même... OpenAI appartient au monde privé. Et c'est vrai qu'on a là une boîte centrale dans l'écosystème IA. Elle est au cœur du système GAFA. Oui, c'est la pieuvre. Oui. Bon, donc, et comment on gère ça? Enfin, je veux dire, le client entend qu'on ne peut pas avoir que des hyperscalers américains et qu'il faut mettre autre chose dans un portefeuille. Et si oui, est-ce qu'il convient effectivement de s'internationaliser au maximum, sortir de ce marché américain? C'est un point très important. Est-ce qu'il l'entend? Il l'entend parce qu'il ne comprend pas. Déjà, les professionnels que nous sommes, nous comprenons qu'une partie. Donc, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le fait d'être dans un monde qui est à ce point binaire et fracturé. Ensuite, il me semble, moi je m'occupe de clients qui sont à dominante domestique. On n'est pas du tout dans le même monde, me semble-t-il, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'investisseur privé n'a peur de rien. Il n'a pas peur de l'intelligence artificielle, il n'a pas peur de la Fed. Il y a plutôt un Fed put, il y a un Trump put, et il y a un climat qui n'est pas propre aux particuliers, mais qui est particulièrement marqué dans cette catégorie d'investisseurs, de frénésie. Et la bulle, elle est là, la spéculation est là. Oui. Ça s'appelle même stock ou ETF avec effet de levier ou crédit très mal noté ou or, argent, crypto ou AI. La spéculation est partout. La spéculation, en tout cas, elle est indéniable. Et c'est ça qui est le facteur dérangeant, au-delà de la bulle de valo de Nvidia. En fait, et encore, ça paye 35-40 fois Nvidia. C'est ce climat-là qui pose problème. Ouais, c'est sûr que je ne suis pas harcelé à longueur de temps par des clients qui ne demandent que ça, d'avoir des tokens à l'effigie de Donald Trump. Je comprends, Adrien, allons-y sur l'IA, effectivement. Bon, est-ce qu'on peut mesurer quand même le stade du cycle où on se trouve? Est-ce qu'on a des repères par rapport à ça? Est-ce que l'historique TMT est un bon historique? Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ça et travailler à partir d'une feuille blanche? Et puis, sur ces deals, c'est vrai qu'à un moment, on s'y perd. Le FT, Bloomberg essaye de nous faire des cartographies de ces deals, mais enfin, chaque jour, ça devient plus compliqué, quoi. Oui, parce que je pense que ce qu'on a oublié dans cette équation-là, c'est que ça devient un enjeu stratégique, politique, diplomatique. Et qu'en fait, on est en 1955 quand on dit on va aller sur la Lune. Et on a les États-Unis en face de la Russie, là on a les États-Unis en face de la Chine, et chacun est dans la course à celui qui va aller vers le supercalculateur le plus puissant. Donc je pense que les montants d'investissement, ils sont gigantesques, ils sont effectivement avec des espérances de rentabilité dont on découvrira peut-être à 6 ou 7 ans qu'elles étaient complètement fausses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans cette course-là à l'équipement. Donc, 6 ou 7 ans, vous dites? Ouais, je pense qu'on aura un peu plus de recul, en tout cas, sur l'efficacité et jusqu'où on va aller dans la puissance de calcul. Donc moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. Quand Donald Trump a parlé de l'âge d'or et qu'il a réuni autour de lui tous ces manias de l'industrie et de la technologie, on revit ce qu'on a vécu aux États-Unis au début des années 20, avec des gros plans d'investissement, disant que c'est comme ça que l'économie allait accélérer, qu'on allait recréer
un écosystème de croissance très fort. Et la Chine répond et elle met aussi beaucoup d'argent sur la table. Un écosystème qui est en train de se créer aussi côté chinois. Alors on voit que les discussions ne sont pas simples, que l'accès aux technologies américaines est un vrai sujet de discussion avec la Chine. Mais où là encore, on met beaucoup d'argent sur la table pour essayer de créer le plus de puissance de calcul, le plus d'innovation possible pour faire face à cette... Et on le fait encore avec le besoin d'avoir accès aux moyens de l'autre partie, c'est-à-dire Chine et États-Unis. La Chine veulent pour être autonome, mais il y a eu quelques avancées. Pendant l'été, on a eu quand même Alibaba qui a parlé notamment de sa puce sur l'inférence, donc qui permet normalement d'entraîner des modèles beaucoup plus efficacement qu'avec les puces précédentes qui étaient proposées par Huawei. Donc voilà, la Chine essaye de créer son propre écosystème et d'être complètement indépendant, alors, en tout cas au maximum de l'écosystème américain. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les meilleures puces, ça reste la Blackwell de Nvidia, et que pour l'instant, s'ils peuvent continuer à en avoir, ils seraient ravis d'en avoir. Et ce qu'on comprend, c'est que celles qui arrivent à Singapour, pour certaines, sont utilisées aussi pour entraîner des modèles côté chinois, ou en tout cas pour faire fonctionner des IA chinoines. Donc voilà, moi j'entends le côté bulle. Mais il y aura un vrai découplage technologique à horizon de quelques années entre ces deux empires. Les chaînes de valeur sont prévues pour ça la volonté des Américains. Ça peut être qu'un découplage stratégique. La volonté des Américains de relocaliser une majorité de la chaîne de production sur leur sol, c'est une façon d'être autonome, de réfléchir aux métaux rares et à toute la chaîne en amont pour essayer d'être le plus autonome possible. C'est une façon effectivement de développer son propre écosystème. Et les Chinois font exactement la même chose. Donc voilà, moi je pense dans l'équation, ce qu'on oublie par rapport peut-être à 2000, c'est ça, c'est qu'on a en fait là deux grands blocs économiques qui ont décidé que c'était le nouveau terrain de jeu de leur domination économique et technologique mondiale et qui mettent énormément d'argent sur la table. Et que le politique est aussi une pression, que derrière ces deals, il y a aussi une pression politique. Le niveau de découplage entre la Chine et les États-Unis sur ces questions technologiques, alors je ne sais plus quel membre de l'administration américaine de retour, enfin Trump revenant d'Asie, non, mais c'est un découplage stratégique. On va se découpler sur les parties stratégiques. Et pour le reste, la Chine continuera à nous acheter du soja, etc., etc. C'est ce monde-là qui nous attend ou il y a deux choses. Il y a aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que derrière ce discours, on s'aperçoit des faiblesses réciproques des deux grandes économies qui se tirent la bourre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une énorme interdépendance des deux. C'est-à-dire que le seul moteur, j'en reviens, en Chine récemment, il y a l'unique moteur de la croissance chinoise aujourd'hui, c'est les exportations. Et inversement, les États-Unis ont énormément du plus gros acheteur de la planète qui est la Chine, et donc du plus gros producteur de métaux rares, on sait tous, là, les 90% raffinés en Chine, etc. Donc il y a une espèce d'énorme dépendance aujourd'hui où les États-Unis se sont aperçus que depuis le début de l'année, les Chinois n'achetaient plus, donc c'est zéro achat de soja, c'est zéro achat de LNG, c'est zéro achat de pétrole de schiste, et tout d'un coup, les grands électeurs dans les grandes plaines américaines s'aperçoivent que, tiens, s'ils ne vendent pas le soja, c'était 25% de leur vente. Et donc, il y a un énorme problème par rapport... rebelote par rapport à Trump 1. Et Trump est obligé de faire des chèques. Là, il a fait des chèques de 3 milliards aux agriculteurs, mais en fait, donc là, il vient d'arriver à faire en sorte que les Chinois annoncent, comme en 2016, qu'ils allaient acheter du soja. Reste à voir ce qu'ils vont faire. Et de l'autre côté, vous avez les Chinois qui sont dépendants des puces américaines, mais ce qui s'est passé avec Huawei est très emblématique, c'est-à-dire qu'il y a une accélération phénoménale de la montée en gamme et de l'indépendance à venir de la Chine sur tous ces sujets-là. Il vient d'être annoncé le plan quinquennal chinois. Le plan, c'est d'accélérer sur la Chine, sur la 6G, d'être le leader technologique dans le quantique, etc. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, il y a encore toujours cette interdépendance, mais que le découplage arrive et il s'accélère de façon phénoménale. Je vous donne un petit chiffre. En 2016, quand Trump arrive, c'est 21% des exportations chinoises qui vont aux États-Unis. Au début de cette année, c'est 15%. À l'heure où on se parle, c'est 8%. Et c'est pas du tout, je passe par le Vietnam ou le Mexique pour exporter aux États-Unis. Non, c'est qu'aujourd'hui, la très grande majorité, on parle de plus de 55% la Chine a trouvé d'autres clients. Elle a trouvé d'autres clients. Elle est en Afrique, elle est en Amérique latine. Le terrain de jeu, la nouvelle frontière, c'est pas les États-Unis, c'est le reste du monde aujourd'hui. Et ça, les Chinois sont très très conscients de ça. Et il y a ce découplage où les États-Unis vont essayer de rapatrier leur production de puces, ils vont essayer de faire dans le Nevada des terres rares, ils sont en train de contracter avec l'Australie, ils vont peut-être envahir le Nigeria pour essayer de choper des métaux. Je rappelle que 30% des métaux sont en Afrique aujourd'hui, donc comme par hasard, l'Afrique va devenir un terrain de jeu américain. On s'est aperçu qu'il y avait plein de terres rares au Groenland, tiens, c'est marrant, ils voulaient l'envahir. Bon, on est dans une espèce de jeu géopolitique où chacun cherche à être dans son silo indépendant, alors qu'aujourd'hui, il y a une très forte interdépendance. Et donc, c'est ça qui me semble très intéressant, c'est qu'on va penser d'un monde qui se veut bipolaire, j'ai envie de dire, mais qui est en fait finalement intrinsèquement encore très très lié à un monde où effectivement on aura des grands blocs, et évidemment Chine et États-Unis, ça en fera partie. Bon, alors oui,
et l'Europe dans tout ça, pardonnez-moi. Non, mais Nicolas. On est des nains. Oui, non, mais je voudrais qu'on évite ce discours, on le connaît, on en a tous conscience. Sur le plan de l'investissement, encore une fois, je reviens au marché actions. L'émission, c'est la caisse de résonance des marchés. Quand je regarde les grands indices actions européens aujourd'hui, je me dis, mais l'année 25 a été une bonne année, une très bonne année. Si on est sur les banques, si on est sur l'Italie, l'Espagne, etc. Même le CAC, dividende réinvesti, le CAC démérite pas et offre des performances. Non, mais en réaction tout à fait conforme à votre question de tout à l'heure, on continue à investir dans des choses qui sont depuis 6 mois ou 9 mois des laissés pour compte, des losers aussi. Mais des modèles qu'on comprend, qu'on saura expliquer, qu'on saura tenir et pas simplement vendre. Qu'est-ce que vous appelez des losers? Parce que je sais pas, les banques ça a très bien fait, l'industrie ça fait bien, le thème des infras ça a très bien fait. En Europe, j'entends. Prenons un exemple à propos de l'IA. Il y a une ligne de partage, mais qui a hurlé. Ouais. Voilà, le Publicis. La Publicis. Voilà, très bien. C'est un cas qui a été vu en tout début de l'avènement de ChatGPT. Publicis était vu comme un gagnant de l'IA. Je me souviens très bien le discours qu'on a tenu peut-être l'année 2023 sur Publicis, qui doit faire une excellente année en bourse. Publicis va être un gagnant de l'IA. Ça n'a pas duré très longtemps. Non. Il y a eu un re-rating de Publicis à ce moment-là, parce que sa croissance s'est accélérée en faisant la différence par rapport à leurs concurrents et en se rapprochant de plus en plus d'acteurs des services informatiques, des Capgemini de ce monde. Mais cette revalorisation a fait long feu. Maintenant, on paye Publicis 10 fois les résultats. C'est pas cher. J'ai l'impression que les investisseurs européens sont en très grande majorité favorables à ce genre de titres. Les analystes tous. Et le marché n'en a cure. Voilà. Donc, ça peut être un exemple, mais on peut prendre le cas de SAP. Mais dans un moment comme aujourd'hui, vous dites, voilà, c'est ce genre d'opportunité sur laquelle notre attention se focalise. On fait notre job, en tout cas, à avoir des éléments de compréhension du modèle, l'impression qu'ils sont dans le bon sens en termes de différenciation d'offres grâce à la technologie, grâce à l'intégration de solutions avec de l'intelligence artificielle, et puis une valorisation qu'on peut défendre. Mais c'est un exemple, mais des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et il y a une très très grande polarisation là aussi des performances. On revient au sujet qui n'est pas exclusif des États-Unis. Il est particulièrement marqué aux États-Unis, puisque ça fait 2 ans qu'il y a un thème unique, l'intelligence artificielle. Pour le top 5 des plus grosses valeurs du CAC, je suis sûr que ça pèse un bon 30% du CAC. Voilà, il n'y en a aucune grâce à l'intelligence artificielle. Alors non, elles ont chacune, elles sont à chaque fois dans des domaines différents. J'entends bien. Bon, le thème des renouvelables et de l'énergie en général, là, c'est vrai que le secteur des utilities est un des secteurs qui performe le mieux aux États-Unis, notamment. Presque à bas bruit d'une certaine manière. On a tous compris qu'il y avait besoin d'énergie dans les data centers, mais c'est vrai qu'on parle un peu moins de l'aspect renouvelable ou green, ou je sais pas comment vous appelez ça, des énergies décarbonées, peut-être, Adrien. Après, l'épisode de la bulle verte qui a créé un peu de douleur. Clairement. Voilà. Alors qui a été, j'allais dire, augmenté par le scénario taux qui était quand même pas difficilement envisageable à l'époque. Duration longue, exactement. Oui, la thématique revient en force pour deux raisons. La première, c'est qu'on se rend compte effectivement qu'on va avoir besoin d'énergie, puisqu'un data center, c'est très énergivore. La première chose, que les solutions technologiques qu'on nous promet, type le nouveau nucléaire ou type la géothermie, qui sont les 2 technologies que les États-Unis ont décidé vraiment de pousser. En tout cas, Donald Trump, dans le One Big Beautiful Act, a décidé que c'était 2 technologies privilégiées. On n'aura pas ces capacités de production avant 2032-2033. Donc, entre-temps, il faut déployer des solutions de capacité d'énergie rapidement, efficaces et pas chères. Et c'est là où le solaire revient effectivement comme une solution assez intéressante, puisque ça se déploie facilement. Le prix des PPA, donc des contrats d'approvisionnement en électricité à 20 ans, grosso modo, vient de multiplier par 2 là, en 6 mois. Donc, il y a un vrai besoin. Et on a vu effectivement les Microsoft et Google aussi signer des contrats d'approvisionnement en électricité avec ce type de technologie. Donc, oui, il y a un vrai retour de cette technologie. Et ça paye. Les grosses valeurs du secteur, je sais pas, les First Solar, les Nextera, les stars du secteur. Elles ont bien publié. Les scores du passé sont nettoyés. Exactement. Voilà, c'est ça. Les fondamentaux reprennent un peu le devant de... Elles ont quand même bénéficié aussi un peu de la protection vis-à-vis de la guerre douanière commerciale chinoise, puisque c'était des secteurs qui étaient aussi où il y avait beaucoup de surcapacité chinoise. Et donc, la rentabilité des acteurs américains ou européens a été un peu protégée par ce phénomène de protection commerciale. Et effectivement, les perspectives sont un peu plus favorables. Et puis, si vous souscrivez à encore 5 baisses de taux d'ici fin 2026,
C'est typiquement le genre de secteur qui peut bien performer dans ce type de contexte. Qui souscrit encore à ça? Alors, je me permets juste de rajouter, il y a aussi sûrement une courbe d'expérience des acteurs du secteur qui a mûri, avec une capacité à mener des projets, à pricer des projets en amont, à les réaliser dans les temps, à respecter les coûts, alors que ça avait complètement dérivé dans la période précédente, ou encore, et à l'époque, les taux étaient négatifs. Voilà, c'est ce que je veux dire. À taux zéro ou taux négatif, la discipline financière n'était peut-être pas la même. Mais il y a une professionnalisation de gestion de projet. Ouais. Non, mais c'est bien, cet épisode aura permis de grandir, de grandir et de passer un cap en termes de maturité. Qui souscrit encore à 5 baisses de taux d'ici, c'est quoi, juin 2026, c'est ça? Décembre 2026. Décembre, ouais. Bon. Bah écoute, moi, mon chef, mon économiste américain continue d'y croire. Moi, je suis un peu plus circonspect sur décembre. Après, lui, c'est quoi son rationnel? Non, mais le rationnel, c'est de se dire qu'on est dans une économie américaine qui est quand même ralentie. Il y a une vraie détérioration du marché de l'emploi, que l'inflation qu'on voit aujourd'hui, qui est quand même à 3%, je rappelle, on est à plus de 3% d'inflation et la Fed baisse les taux. On est dans un monde un peu particulier quand même. Donc, on est dans un moment sans doute un peu one-off sur l'inflation, c'est-à-dire que le transfert des tarifs dans les indices de prix, on le verra qu'une fois, on va pas le voir tout au long de l'année. Donc, probablement qu'en deuxième partie d'année, c'est-à-dire qu'au T3 de l'année prochaine, on devrait avoir des perspectives d'inflation qui rebaissent. Et donc, comme une banque centrale prend ses décisions à 18 mois d'avance, on peut avoir cette histoire-là. Après, là-dedans, c'est toujours pareil. Il y a toujours un facteur Trump. Et donc, là, on a eu quand même la semaine dernière cette annonce hallucinante, quand même, de dire qu'on a 5 candidats qui seront dont un sera le futur gouverneur de la Banque centrale américaine, qui sera nommé avant Noël. En décembre, peut-être même début décembre. Et donc, on va avoir cette période qui va être quand même, on regarde ça avec un peu de gourmandise, quand on va voir ce qui va se passer l'année prochaine, d'avoir Powell qui va essayer de gérer la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed avec son successeur qui va lui dire, l'écoutez pas, moi je ferai 100 BP de plus dès que je suis au pouvoir, dès que j'ai la barre du navire. Donc on va avoir quand même des énormes... on aura peut-être quelqu'un de crédible pour succéder à Powell. Un nom? Dans les noms. Mais non, mais dans les noms qui circulent, on aura peut-être quelqu'un de crédible qui aura aussi la tentation, l'incitation à préserver sa propre crédibilité. Oui, mais en fait, dans les 5 noms qui sont annoncés, il y a Walsh et Waller qui feraient, mais qui sont les plus loin avec Bowman, sans doute, de la nomination. Donc la personne qui tient la route aujourd'hui, c'est... Si jamais Trump devait nommer quelqu'un sans y penser plus que ça, ce que c'est sa façon de faire souvent, c'est quand même se dire je nommerai Scott Bessent. Puisqu'il n'arrête pas de dire que ce serait le meilleur gouverneur qu'on puisse avoir, qu'il est plus intelligent que lui sur les marchés, qu'il serait capable de... Donc ce serait son candidat numéro 1. Son candidat numéro 2, c'est Kevin Hassett. Donc ça, c'est ses 2 favoris, je rappelle. Et donc Scott Bessent à la tête de la Fed, c'est évidemment un énorme coup dans la crédibilité de la Fed, et donc de la prime de risque, et donc dans le dollar, etc., avec une volatilité des marchés qu'il faudra quand même un petit peu étudier. Si vous mettez Kevin Hassett, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est quand même aussi pas le plus crédible pour la Fed. En tout cas, ça veut dire que l'indépendance de la Fed serait un petit peu mise en question. Puis je rappelle, puisque vous disiez, il y a toutes ces affaires de la Cour suprême qui va devoir notamment statuer la base légale des tarifs. Voilà, et aussi sur la base légale de la destitution de Lisa Cook. Lisa Cook, je vous rappelle, qui a utilisé 2 fois sa résidence principale pour avoir 2 taux privilégiés, ce qui est exactement la même situation que Kevin Hassett, qui a exactement la même situation. Il serait pas crédible pour vous, parce que Bessent, c'est quand même celui qui ramène un peu l'ordre à la maison à la fin de la journée. C'est quand même, alors dans le monde de Trump, en tout cas, c'est quand même l'adulte dans la pièce. C'est un des ados dans la pièce, je vous l'accorde, mais c'est l'ado le plus âgé. Mais on est quand même dans quelqu'un qui, bien évidemment, serait la voix de Trump, la voix de la Maison Blanche dans la Banque centrale. Donc c'est quand même, d'une certaine façon, c'est pas la fin de l'indépendance de la Fed, parce qu'il y a comme un governing council, et peut-être d'ailleurs que Jérôme Powell sera là jusqu'en 2028. Il sera peut-être là pour défendre son institution, mais toujours est-il qu'il est évident que si c'est l'un de ces candidats qui est nommé, et même quel que soit le candidat des 5 qui sont mis en avant, et ce sera un de ceux-là, il est évident que l'indépendance de la Fed sera inférieure à partir du mois de janvier à ce qu'elle était auparavant. Et donc ça doit mettre de la prime de risque dans les taux et un peu de la prime de risque dans le dollar. Bon, c'est un sujet de vigilance pour des investisseurs actions, Nicolas. De vigilance depuis avant l'été, bien sûr. C'est un sujet de fond. Moi, je souscris à tout ça. Enfin, il y a quand même, on est nourri depuis quelques décennies de postulats assez simples s'agissant de l'attractivité incomparable du marché américain qui sont en train d'être battus en brèche. Voilà. Et la signature de l'Amérique, 2025 est une année de dégradation de la signature.
Alors après, Pour l'instant, c'est la France. le marché est au plus haut. Non, mais j'entends. on parle des investisseurs privés, les gens qui gèrent de l'argent, qui diversifient de l'argent. Alors, tant que les Américains ne vont pas voir ailleurs, tout ça, ce ne sont que des mots, c'est invisible, on ne voit pas les flux, les Chinois vendent, les Japonais... C'est ça. Tout le monde s'en fiche. Ouais. Mais non, en tout cas, je suis dans ce camp-là, à considérer que ce qui a fait la beauté et l'exceptionnalisme américain s'est arrêté au jour où on a utilisé le terme d'exceptionnalisme américain là, depuis l'élection de Trump. Ouais. Non, maintenant, ils ne sont pas du tout exceptionnels. Ils sont devenus extraordinairement arrogants. Ils l'ont toujours été, ils en avaient les moyens. S'ils en ont moins les moyens, les choses se retournent. De là à imaginer que le monde devient pro-chinois. Des pays, Nicolas, si. Non, mais on investit, on essaye d'investir avec un certain bon sens et des choses sur lesquelles on... Après, on peut se tromper, on peut se tromper sur tout. Donc, non, mais j'entends un débat qu'on a eu sur le sujet, de nombreux mois dans l'émission. Sur le sujet des taux, si l'intelligence artificielle est ce qu'on en dit ou ce que le marché financier, notamment le marché action, en dit, peut-être que c'est l'équivalent de la globalisation d'il y a 25 ans. C'est une déferlante déflationniste. Et donc, les taux, en fait, il faut foncer sur des taux longs. Mais je ne serais pas capable de prendre ce virage-là. Mais il y a les germes d'un vent qui est une bourrasque. On s'est beaucoup interrogé quand Amazon devait annoncer 30 000 et puis c'est 14 000 coupes dans les effectifs, etc. Et donc dans le call avec les analystes, Jassy est interrogé. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est des licenciements boursiers? Est-ce que c'est l'IA, déjà les premiers effets de l'IA, etc. Il dit non, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est notre culture. Amazon opère comme la plus grande start-up du monde et tous les 2, 3, 4 ans, il faut tailler dans le gras. Je peux pas le dire autrement. Il y a tout un lisez le transcript de la conf analyse de Jassy. Mais enfin, ça nous renvoie à ce qu'est la culture américaine d'une entreprise comme Amazon aujourd'hui. Licenciement boursier, on s'en fout. L'IA, on verra. C'est pour demain. Là, je suis juste en train de remettre mon entreprise d'aplomb pour être sûr qu'on soit à la pointe en permanence sur tous les sujets. Quand on emploie, je sais pas, c'est combien de centaines de milliers d'employés Amazon? C'est le deuxième plus gros employeur. Voilà, je veux dire, c'est bon. Quand on n'a pas compris ça, on a du mal à comprendre, je trouve, ce qu'est une entreprise américaine, quoi. Bon, et donc l'IA, est-ce que une fois qu'on a cité Andrew Jassy, est-ce que dans tous les licenciements, il y a déjà des effets de l'IA Il y a quand même beaucoup de patrons américains qui se sont exprimés sur le fait que l'IA était déjà un gain de productivité. Alors Jamie Dimon a été le plus vocal sur le sujet, en estimant qu'en moyenne, ces équipes, notamment d'investment banking, gagnaient entre 3 et 5 heures d'efficacité par semaine. Donc c'est déjà et au bureau, s'il vous plaît. En télétravail. Donc voilà, il y a des signes. En tout cas, ceux qui sont les early adopters et qui effectivement l'utilisent efficacement semblent démontrer qu'effectivement il y a des gains de productivité. Et là encore, c'est un des points clés sur la soutenabilité de la performance. Ces entreprises qui indiquent ça ou ces secteurs qui signalent ce genre de premières évidences, il y a une prime. Le marché met une prime IA sur ces entreprises-là ou ces secteurs-là. Je ne sais pas si elle met une prime, non, je pense pas qu'elle soit dans le cours de bourse de JP Morgan, il y a je pas. Je pense pas, mais je pense qu'effectivement ça confirme l'idée que l'intérêt du déploiement de l'IA dans ces industries-là, et que celles effectivement qui sont à la pointe ou qui sont en train de le déployer plus vite que leurs concurrents, certainement peut-être à moyen terme effectivement une capacité de plus productive. Mais ça, pour moi, ça va être l'élément clé pour valider la poursuite de la performance de la thématique. C'est les gains de productivité. Est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce que du coup ces investissements vont vraiment générer un surplus de rentabilité? Oui, je pense que c'est la question clé. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus le rythme d'innovation. On a beaucoup parlé de l'IA de manière générale. Enfin, ChatGPT 5, c'est quelque chose de très différent de ChatGPT 4. Donc, la capacité à coder, la capacité à coder ou à rendre beaucoup plus efficace des activités de production, c'est quand même un saut en termes d'efficacité, de potentiel de productivité qui est très, très important. Donc, le rythme d'innovation de l'IA reste, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure les investissements qui sont mis pour la puissance de calcul maximale. Et ça fait la différence. Très loin d'imaginer. Ça fait la différence entre un Alphabet qui prend 10 et un Meta qui perd 10 sur sa publication et notamment sur le guidage des futurs CAPEX. En partie, Meta avait pris beaucoup d'avance. C'est le titre qui avait aussi le plus performé, je pense, sur le sujet. Il y avait des questions chez Google et notamment sur le search et le risque que l'IA prenne une partie du business du search. Donc, on a eu plutôt des réponses positives là-dessus. Donc, je pense qu'il faut le regarder juste sur la publication.
Mais de manière générale, oui, ce sont des entreprises qui sont en train de déployer rapidement. Bon, comment le IA et productivité, est-ce qu'on reste dans le paradoxe, le fameux paradoxe, on le verra jamais dans les chiffres macro, mais c'est Robert Solow, 1987. oui, On voit partout les ordinateurs, mais nulle part dans les statistiques de la productivité. Il dit ça en 87, il a le prix Nobel, et 5 ans après, la productivité explose à la hausse, on le rappelle. Donc, est-ce que ce sera la même chose? En tout cas, ce qui est clair, on est quand même, il faut vraiment, je pense qu'on est dans un moment hype de l'IA, mais on est aussi dans un moment Robert Solow. C'est-à-dire qu'on est dans ce moment où, en fait, c'est ce que montre très bien l'étude du MIT de cet été, hein, on est passé tous un peu vite là-dessus et on écoute Jamie Dimon avec beaucoup d'attention. Nous aussi, on fait de l'IA, on a un truc qui s'appelle Georgia dans la recherche aussi de Natixis, ça marche très bien, ça nous fait gagner des stagiaires, super, bravo. Maintenant, MIT Study montre quand même que sur 300 entreprises, il y en a, l'impact sur la productivité sur les 300 entreprises est de Zéro. Enfin, je rappelle aussi que Amazon a été un early adopter de l'IA là-dedans. Je me souviens de ces magasins fraîches sans caisse avec l'IA qui allait vous faire pas besoin de caissière, pas besoin de personnes dans les magasins. Ils les ont fermés, faute de succès. McDonald's a fermé cette tentative. Coca-Cola, c'est tous les trucs de la MIT. Hein, cette étude qui dit il y a KFC, etc. Toutes ces grandes entreprises qui ont investi massivement là-dedans, pour l'instant, l'impact est de zéro. Mais on est sûrement dans l'impact, dans le moment Robert Solow, c'est-à-dire dans 5 ans, probablement. L'œil du cyclone, quoi. Cette phase, on ne voit pas. Et si je suis un peu... j'aime bien regarder l'histoire économique, c'est que ce qui s'est passé en 2000, hein, je rappelle qu'Amazon perd 85% de sa valeur en 2000, mais 16 ans à la retrouver, donc il faut aussi prendre un peu de recul quand on parle de ces boîtes-là. Il y a quand même eu un truc très très important, c'est quand tout s'est écroulé, ça a permis à tout le monde de l'adopter parce que les prix se sont écroulés. Donc tout le monde a pu faire de l'Internet. Les infrastructures étaient là et c'était pas cher du tout. Donc la plus grande démocratisation Ce sera la quand ça explosera cette bulle. C'est la bulle. Tout à fait. Ok. Et le temps. Merci beaucoup, messieurs. On en restera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nicolas Brault, Autingre Banque Privée, Jean-François Robin, Natixis et Adrien Dumas, Mandarine Gestion. Chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, petit tour d'horizon de quelques sujets qui font l'actualité politique et économique aux États-Unis. C'est notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en vidéo avec nous à distance. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous pour faire le bilan de cette tournée de quelques jours de Donald Trump en Asie la semaine dernière. Il est passé par la Malaisie, par le Japon bien sûr, la Corée du Sud et cette fameuse rencontre avec Xi Jinping qui a permis de quoi, Pierre-Yves, de mettre entre parenthèses pour quelques mois, une année peut-être, un certain nombre de sujets? Non, le deal est fantastique, c'est amazing, vous n'avez rien compris. C'est un deal extraordinaire, c'est encore mieux que mieux. Vous le faites mieux que le vrai encore, Pierre-Yves. Un deal devient un deal commercial, mais un deal en général, négocié par Donald Trump, devient un deal dès que Donald Trump a décidé que c'était un deal. Donc il a décidé qu'on arrêtait les négociations à cet endroit-là et que c'était formidable et c'était fantastique. Il est même, semble-t-il, allé au-delà de ce que Scott Bessent, dans les réunions préparatoires avec le vice-premier ministre chinois, était prêt à faire, notamment en matière de réduction de la surtaxe qui frappait la Chine pour sa complicité présumée dans la fabrication des éléments précurseurs de fentanyl et dans l'exportation de ces ingrédients, notamment au Mexique. D'emblée, Donald Trump a décidé que les Chinois en avaient fait suffisamment pour mériter une réduction de 10% de cette surtaxe. On est donc passé en droit de douane moyen imposé par les États-Unis sur les produits chinois de 57 à 47. Cela ne tient pas compte de certaines exceptions, notamment couvrant l'iPhone. En échange de quoi? En échange d'une trêve, en échange de l'abandon de mesures qui avaient été mises en avant par les autorités chinoises au cours du printemps, peut-être même, semble-t-il, pour les utiliser en tant que ce que l'on appelle en anglais bargaining chip, c'est-à-dire de manière à faire de fausses concessions. Par la suite, dans une négociation, on invente un problème pour mieux pouvoir faire une prétendue concession ensuite. C'est par exemple le cas de ces contrôles à l'exportation extrêmement contraignants imposés le mois dernier
par les autorités chinoises sur les terres rares, qui tout d'un coup sont suspendues pour les Américains pendant 1 an. Tant mieux, ça fait partie du deal, de même que ces achats massifs que nous promet la Chine de produits agricoles américains. Le petit problème, c'est que le soja a déjà été acheté par les Chinois en Argentine, donc les prochains achats ne vont pas intervenir tout de suite, mais les Chinois, très généreusement, ont de leur côté abandonné leurs enquêtes en dumping sur des composants électroniques américains et leurs surtaxes frappant le poulet, le porc et également le blé américain. Donc il y a des perspectives de nature à faire plaisir au Midwest dans le domaine agricole, mais c'est une trêve. Et c'est une trêve qui ne règle pas des problèmes de fond, parce que je parle depuis quelques minutes et je n'ai pas abordé ce qui aurait pu être le centre de la négociation, le centre d'un véritable deal entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire l'aide de l'État apportée par la Chine à ses industries sous toutes sortes de formes, sujet qui n'a pas été abordé. Taïwan, on n'en parle pas. Les exportations de Blackwell, la puce électronique la plus performante fabriquée par NVIDIA, on ne sait pas si ça sera couvert ou non. Autant d'éléments qui auraient pu entrer dans un deal formidable et fantastique, mais qui n'y sont pas, donc on appelle deal et on l'appelle formidable par définition. On en reparlera dans quelques mois. Oui, c'est ça. Et c'est pas une trêve à reconduction tacite. Hein. C'est une trêve qu'il va falloir reconduire régulièrement. Et on voit depuis l'été comment le ton a pu monter à nouveau entre les deux superpuissances. Donc, rebelote peut-être chaque année désormais pour reconduire cette trêve qui permet d'acheter du temps plus qu'une paix durable, bien sûr, entre les États-Unis et la Chine. Semaine très politique aux États-Unis, Pierre-Yves, s'il en est, avec de premiers tests électoraux pour Donald Trump. À 1 an des élections de mi-mandat, on renouvelle les gouverneurs de Virginie, du New Jersey. On va élire, j'imagine, le démocrate Zoran Mamdani à la mairie de... le démocrate communiste à la mairie de New York. Non, mais dans le contexte d'un shutdown qui va peut-être devenir le shutdown le plus long de l'histoire et de ces perspectives électorales, comment est-ce que les stratégies peut-être des républicains d'un côté, des démocrates de l'autre ont pu s'ajuster? Écoutez, on est au 34e jour, demain on sera au 35e et ça sera l'égalité avec le précédent shutdown qui remontait au premier mandat de Donald Trump. Un shutdown qui certainement, en Virginie, un des États où la proportion d'employés fédéraux est la plus élevée parmi les électeurs, aura joué un rôle, puisque la victoire que l'on nous prévoit de la candidate entre guillemets centriste présentée par le Parti démocrate est probable. Beaucoup d'électeurs qui auraient été hésitants vont probablement voter pour elle parce qu'elle se présente comme une démocrate centriste qui est très attachée à protéger les emplois des fonctionnaires fédéraux. Ce shutdown est très mal tombé pour les élections du gouverneur de Virginie, sachant que le gouverneur sortant était un républicain qui ne pouvait pas se représenter. Dans le New Jersey, c'est plus serré, semble-t-il. C'est plus serré et on a une petite incertitude qui est liée au fait, je trouve ça extraordinaire, que tout le monde s'accorde pour dire que les instituts de sondage se trompent toujours dans le New Jersey parce qu'ils sous-estiment systématiquement les électeurs républicains. Malgré cela, la candidate, là encore, centriste, une ancienne des forces armées américaines, pilote d'hélicoptère, une mère de famille souriante, comme il faut toujours l'être quand on est dans une campagne américaine, semble-t-il, est en passe de largement devancer son opposant républicain, M. Jack Ciattarelli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le Parti républicain et pour le Parti démocrate? Probablement pas grand-chose, si ce n'est peut-être que New York n'est pas la capitale des États-Unis et que l'élection d'un candidat ouvertement socialiste, qui est plus que probable, au poste de maire de New York, ne veut pas dire qu'il sera le maire de toutes les villes des États-Unis et que New York est représentatif de ce qui se passe ailleurs en Amérique.
d'autant moins que les circonstances de la victoire probable de M. Zoran Mamdani tiennent beaucoup à l'effondrement du candidat démocrate classique, Andrew Cuomo, qui se maintient dans ce scrutin à un tour et qui va, en tant que candidat indépendant, et qui va siphonner pas mal de voix, d'ailleurs, dans son opposant Mamdani, démocrate. La gauche du Parti démocrate est indiscutablement très, très mobilisée. La participation s'annonce particulièrement élevée chez les jeunes. Et si c'est vrai, on va avoir au cours des 2 prochaines années beaucoup d'agitation au sein du Parti démocrate pour savoir si l'avenir du Parti démocrate est sur la gauche ou sur le centre. Les victoires dans le New Jersey et en Virginie donneraient des arguments aux centristes, mais ça n'est pas gagné car les progressistes sont à même, ils l'ont révélé au cours des dernières semaines, ils sont à même de lever beaucoup d'argent, tandis que les centristes font figure de has-been. Bon, la recomposition ou non du Parti démocrate, ce sera à suivre avec ces tests électoraux à 1 an des élections de mi-mandat. D'un mot aussi, Pierre-Yves, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais auront lieu également cette semaine devant la Cour suprême toute une série d'auditions visant à permettre à la Cour de déterminer si, oui ou non, Donald Trump a outrepassé ses droits en fixant des tarifs douaniers de manière unilatérale pour des raisons d'urgence. Eh bien, la base légale qui va être étudiée par la Cour suprême, ce sera forcément un moment important et une jurisprudence qui pourrait être importante? Oui, mais la décision ne va pas intervenir avant plusieurs semaines, donc on pourra suivre la version audio de ces débats, mais on n'aura pas de décision avant plusieurs semaines. Personnellement, et je vais le répéter ici, et je mangerai mon chapeau si je me trompe, mais je pense que la Cour suprême va invalider le gros de ces dispositions, parce que même des conservateurs ne peuvent pas conclure que des droits de douane qu'on augmente le lundi, qu'on baisse le mardi, ne sont pas des impôts et que, in fine, il faut que le pouvoir législatif se prononce en matière d'imposition. C'est un principe de base de la Constitution américaine et accorder ce privilège exclusif à l'exécutif me paraît contraire au principe de base du conservatisme républicain qui domine à la Cour suprême. Bon, tout ça à suivre, effectivement, et ces contre-pouvoirs américains autour du président Trump. Je parle de la Cour suprême en l'occurrence, même si la majorité des membres sont républicains et nommés en partie par Donald Trump. Et puis ces tests électoraux, notamment dans les États de New Jersey et de Virginie. Demain, merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain, dans Smart Bourse sur Be Smart for Change, à retrouver bien sûr en replay sur besmart.fr.